Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne le vol 587 d'American Airlines du 12 novembre 2001. C'est parti! Nous sommes le 12 novembre 2001, 2 mois après les attentats du 11 septembre. L'aéroport John Fitzgerald Kennedy à New York est en alerte maximale. Des pilotes se préparent pour un trajet de 3h30 à destination de la République dominicaine. Le vol 587 est un vol international régulier entre l'aéroport international JFK et l'aéroport international Las Américas de Saint-Domingue en République dominicaine. Il est 6h30, le pilote Edward States, 42 ans, capitaine, et le copilote Stan Moline, 34 ans, fils de pilote qui travaillait depuis 10 ans dans la compagnie American Airlines. Son métier de pilote était une passion pour lui. Il y avait à bord 251 passagers et 9 membres d'équipage. Ce matin-là, parmi les passagers se trouvait un couple de retraités, donc prénommés Ubencia et Polito, qui avaient pris la décision de partir dans leur pays d'origine pour passer leur retraite. Ils attendaient leur fils à l'aéroport pour lui dire au revoir. Donc ce jour-là, le couple était arrivé en avance à l'aéroport. Du coup, on leur avait trouvé 2 places dans le vol d'avant, donc le vol précédent, qui est donc le vol 587. Ils arrivèrent donc en salle d'embarquement quand leur fils arriva à l'aéroport pour leur dire au revoir. Et donc seule la maman se déplaça, donc la maman Ubencia, se déplaça à l'extérieur pour dire au revoir à son fils. L'avion est un Airbus A300 B4-605R, livré à neuf à American Airlines en juillet 1988. Il pouvait accueillir 251 passagers, 16 en classe affaires et 235 en classe économique. Il s'agissait d'un des avions les plus anciens d'American Airlines et comptait 37 000 heures de vol. L'Airbus A300 d'ailleurs compte parmi les avions les plus sûrs du monde. Il est 7h du matin, les pilotes passent en revue la checklist. Donc la checklist, c'est c'est toutes les vérifications qu'il y a à faire sur un avion et dans le cockpit avant le décollage. Les passagers sont fouillés 2 fois suite aux nouvelles règles en vigueur qui font suite aux attentats. Il est 9h, les 251 passagers sont à bord. La vérification de la checklist pré-vol est terminée. L'avion se dirige vers la piste 31L, donc L c'est left pour dire gauche, donc 31 gauche, et la météo est bonne ce jour-là. 9h11, un avion de la Japan Airlines, un Boeing 747, reçoit l'autorisation de décoller. Le contrôleur aérien va informer les pilotes qu'un avion de la Japan Airlines vient de décoller et donc il y aura un risque de turbulence, ce qu'on appelle un sillage turbulent. Donc le sillage turbulent ou turbulence de sillage, c'est la turbulence en fait qui se forme derrière un avion, voilà, derrière un avion qui vient de décoller. Donc les pilotes devront faire attention et respecter la distance de sécurité. Sur le plan de vol, l'avion survolera un quartier résidentiel du Queens. À 9h14 et 29 secondes, c'est le décollage. Le contrôleur aérien souhaite bon vol aux pilotes. Il est 9h15, l'avion est à 1300 pieds d'altitude, c'est-à-dire 400 mètres. Le contrôleur aérien va ordonner aux pilotes de monter et de maintenir 13 000 pieds. 13 000 pieds qui correspondent à 4 000 mètres. Peu après, l'avion va commencer à trembler. Le copilote pense que c'est dû au sillage turbulent du gros porteur de la Japan Airlines qui a décollé juste avant eux. Le pilote continue sa manœuvre et augmente la vitesse à 460 km/h. Donc c'est le maximum autorisé à une telle altitude. Les turbulences sont malheureusement en train de s'intensifier. Stan Moline, le jeune pilote, va activer la gouverne à droite, puis à gauche pour essayer de stabiliser l'avion, puis il va demander plus de puissance pour garder le contrôle de l'appareil. Là, c'est la panique à bord, le vol est en grande difficulté.
à peine 2 minutes après le décollage. L'avion va complètement tomber en vrille plate. Donc une vrille plate, c'est quand un avion descend en tournant sur lui-même. À 9h16, le vol 587 s'écrase. À 9h20, un pilote témoin du drame va alerter les aiguilleurs du ciel de l'aéroport JFK. Un énorme nuage noir se forme au-dessus du quartier de Walkaway. Des cadavres se retrouvent partout dans les rues et certains encore étaient attachés à leur siège. Les riverains sont stupéfaits et horrifiés. C'est le chaos total dans le quartier de Walkaway, dans le Queens. La nouvelle se répand dans tout le Queens, puis dans tout New York. Pendant ce temps-là, Hector, le fils du couple de retraités qui était venu dire au revoir à ses parents, Ubencia et Polito, prenait son petit déjeuner dans un café. Il va apprendre la nouvelle à la télévision et à ce moment-là, il ne savait pas en fait si ses parents avaient pris le vol initialement prévu ou s'ils avaient pris le vol d'avant. Il va donc se rendre sur le lieu du crash. Pendant ce temps-là, les pompiers sont en train de lutter contre les flammes car, mis à part l'avion, des habitations vont être enflammées. La population new-yorkaise pense que ce sont les attentats qui se répètent. Tous les aéroports vont être fermés. Les vols vont être forcément annulés. L'Empire State Building sera évacué. Le bâtiment des Nations Unies va être placé en alerte maximum. Toute la ville sera bouclée et placée en alerte maximum. La population est pétrifiée. Malheureusement, les 260 passagers et membres d'équipage ont tous péri dans l'accident. Le père de Stan Moline va apprendre le décès de son fils par téléphone. À l'aéroport de Saint-Domingue, les familles qui attendaient leurs proches doivent malheureusement se rendre à l'évidence. Tous leurs proches sont décédés. Une fois le sinistre maîtrisé, les corps vont être décomptés et identifiés. Le maire de New York, Rudolph Giuliani, à ce moment-là, va présenter ses condoléances lors d'une conférence de presse et ira à la rencontre des familles endeuillées. Il va être confirmé à Hector que ses parents étaient bel et bien dans le vol 587. Le président Bush va prendre la parole pour annoncer qu'une enquête sera ouverte et notamment menée par le FBI et le NTSB. Donc le NTSB, c'est l'équivalent du Bureau d'enquête et d'analyse. Bob Benson, qui est un enquêteur chevronné, sera en charge du dossier. Il a travaillé sur 14 accidents, dont celui du Lockerbie en Écosse. Les 2 premières heures de l'enquête sont cruciales. Donc, ce qui va être constaté, c'est que les 2 moteurs étaient tombés l'un après l'autre, dont l'un des moteurs est tombé sur une maison. Une grue va sortir l'empennage vertical en fait, des décombres. Et il faut savoir que sans empennage, un avion ne peut pas décoller. Et c'est d'ailleurs très, très curieux que l'empennage vertical se soit détaché. Donc celui-ci va être examiné et on va rechercher des traces d'explosifs. Les boîtes noires vont être recherchées, donc l'enregistreur phonique et l'enregistreur de paramètres. Quelques heures après le début de l'enquête, l'enregistreur phonique va être retrouvé. Donc d'après le début de l'enquête, aucun suspect n'a été détecté à l'aéroport. Il n'y a pas eu de personnes suspectes, il n'y a pas eu de mouvements suspects, etc. Et de plus, aucun groupe terroriste n'a revendiqué un éventuel attentat. Le NTSB va donc annoncer qu'il ne s'agit pas d'un acte délibéré et va déclarer qu'il s'agit d'un accident. Les New-Yorkais ne seront pas du même avis et vont penser que l'État essaie d'étouffer la vérité. L'enregistreur phonique donc, va être envoyé au siège du NTSB pour être analysé. Lors de l'analyse, à la 89e seconde du vol, un bruit effrayant va être entendu, un bruit qui s'apparente à une explosion.
On va entendre les pilotes se battre avec les commandes. Pendant ce temps-là, l'enregistreur de paramètres est toujours recherché. À 3 km de l'aéroport de New York, sur le pont de Triborough, on va découvrir que 2 caméras ont filmé les derniers instants du vol. On aperçoit sur l'une des vidéos une traînée blanche. Était-ce la preuve d'une bombe à bord? Les calculs vont démontrer que la traînée n'est pas à l'origine de l'accident, qu'il s'agit peut-être d'une fuite de carburant. Plus tard, l'enregistreur de paramètres va être retrouvé, mais malheureusement, cette deuxième boîte noire est endommagée. Pendant ce temps, durant l'analyse de l'empennage composé de fibres de carbone, on va découvrir que les 6 points de fixation qui relient l'empennage au fuselage ont cédé. Était-ce un défaut du composite? L'empennage va être envoyé à un laboratoire spécialisé de la NASA afin de voir si une éventuelle défaillance peut être remarquée. Les spécialistes vont étudier scrupuleusement les composites à l'aide d'un microscope qui a agrandi jusqu'à 5000 fois. L'analyse de l'empennage procure donc une grosse pression à la société Airbus, car s'il s'agit d'une anomalie, cela reviendrait à vérifier tous les empennages des Airbus A300. Heureusement pour Airbus, la NASA et le NTSB dégagent toute responsabilité du constructeur. Ils n'ont trouvé aucune anomalie. Quelque temps après, bonne nouvelle, l'enregistreur de paramètres endommagé se révèle finalement exploitable. On va découvrir grâce à celui-ci que 83 secondes après le décollage, 5 mouvements violents à la gouverne vont être effectués par le copilote. Autrement dit, celui-ci aurait cassé l'avion. La compagnie American Airlines n'en revient pas. Pourquoi le pilote a-t-il agi ainsi? Un ami pilote de Stan Moline va témoigner que lors d'un vol en sa compagnie, Stan Moline avait violemment activé la gouverne dans une zone de turbulence. Celui-ci avait dit qu'il avait appris à utiliser la gouverne de cette façon chez American Airlines. Effectivement, après vérification, ceci s'est avéré être vrai. Voilà la raison du crash du vol American Airlines 587. C'était à cause d'une erreur de manipulation. Toute cette histoire vraiment est complètement incroyable parce que franchement, c'est un accident qui aurait pu être largement évité. La compagnie Airbus va émettre un bulletin sur la bonne utilisation de la gouverne et American Airlines va aussi modifier sa formation. Donc voilà, vous savez tout ou à peu près tout du vol 587 d'American Airlines. Comme vous pouvez le constater, franchement, c'est un accident. Vraiment, c'est tellement dommage. C'est juste à cause d'une erreur de formation des pilotes. Voilà, c'est une erreur de manipulation. D'un appareil donc, qui aura causé ce crash. Donc franchement, c'est choquant en fait, c'est vraiment choquant. Et bien sûr, on pense aux familles qui sont endeuillées, même si ça fait maintenant, ça fait longtemps, c'était en 2001, mais quand même, ça reste... je pense que pour les familles, c'est toujours aussi douloureux, voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à liker, ça me ferait vraiment plaisir et ça me motive pour vous faire plus de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. Si vous avez le temps, vous pouvez aller sur ma dernière vidéo qui concerne le crash du jet privé dans lequel se trouvait le musicien Travis Barker. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.